bon Dieu, je remercie mes parents, je remercie la télévision Vision Africaine et je remercie généralement tous les chauffeurs du Sénégal, mais en particulier les chauffeurs de Rufisque, qui ont bien voulu me porter leur confiance. Mon sentiment, c'est un sentiment de vraiment de perspective dans l'avenir, parce que comme vous le savez, c'est une continuité. C'est notre deuxième mandat, ce n'est pas le premier, donc on était en chantier, mais on n'avait pas réussi notre mission à 100%. Donc notre sentiment, le sentiment que nous avons, vraiment c'est un sentiment de fierté, vraiment de contenteté et d'avoir aussi l'intention de continuer notre mission, qui est de continuer ce que nous avons débuté depuis le premier mandat. Bon, notre feuille de route, comme vous le savez, la gare de Rufisque est une gare à vocation nationale et internationale. Quand nous sommes venus ici en 2016, c'était ça le but de notre combat, c'est de réhabiliter la gare routière de Rufisque. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes venus, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas trouvé une bonne infrastructure routière d'abord. Quand nous sommes portés à la tête des chauffeurs de département le 19 mars 2016, j'avais interpellé M. le préfet à son temps pour lui demander de nous aider par des arrêtés à faire rentrer tous les véhicules dans la gare routière. Et ce qui s'était passé, le préfet est venu faire une visite de chantier avec toutes les autorités municipales de la ville. Ils avaient constaté que la gare n'avait pas de portail, il n'y avait pas d'électricité, il y avait beaucoup de salubrité, ça ressemblait même à un cimetière de voitures. Bon. C'est pourquoi le préfet nous avait instruit de prendre toutes les dispositions pour vraiment réhabiliter la gare d'abord. Nous sommes attelés à ça pendant les 9 premiers mois. C'est, comme on l'a dit tantôt, de faire la gare routière, faire venir l'électricité, repeindre les murs, etc., etc. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'était le but de tout cela? C'est de faire rentrer tous les véhicules qui sont stationnés autour de la ville, surtout dans le boulevard Maurice Gueye, dans la gare routière. Ceci pour permettre une fluidité de la circulation rufisquoise, mais aussi pour permettre aux populations rufisquoises de pouvoir voyager en toute sécurité à partir de la gare routière de Rufisque. Mais ça nous fait très mal de voir le Rufisquois quitter Rufisque, aller jusqu'à Dakar, Beau-Maraîcher, prendre un bus et repasser encore à Rufisque pour se rendre à Saint-Louis. Donc notre but, toujours, ce qui nous motive, c'est quoi? C'est de faire fonctionner la gare routière, de faire rentrer tous les véhicules dans la gare routière, comme on l'a dit. Ça va vraiment donner un ouf de soulagement à la circulation rufisquoise, parce que tout le monde sait que tu peux quitter Saint-Louis, faire Saint-Louis-Dakar 2 heures de temps. Mais à l'entrée de Rufisque et à sa sortie, tu peux faire 3 heures de temps. Donc ça, c'est un mal pour tous les Rufisquois, c'est un mal pour les usagers qui traversent la ville. Donc notre mission, c'est de continuer ce que nous avons débuté, faire de sorte que tous les véhicules regagnent la gare routière et que les populations puissent bénéficier de leur gare. Donc je crois que c'est le sentiment que nous avons, le sentiment de continuité. Bon, vraiment, nous sommes très satisfaits. On dirait que même le président a lancé cet appel pour nous aider, hein, pour nous, parce que c'est un combat que nous avons mené pendant presque 5 ans. J'ai même animé une radio locale de la place pendant 5 ans, de sensibiliser les gens, de parler de la sécurité routière, de parler de la fluidité de la circulation rufisquoise. Mais comme vous le savez, il y avait des conflits d'intérêts entre les communes. Et puis il y avait aussi d'autres collègues, chauffeurs comme moi, qui dirigeaient les regroupements de chauffeurs dans la ville. Alors eux, regagner la gare routière ne les intéressait pas parce que ça ne les arrange pas. Ce qu'ils voulaient, c'est rester chacun dans son coin et faire ce qu'ils veulent. Et je crois que ça ne développe pas un pays. Je crois que nous tous, nous devons viser l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? C'est eux, ils peuvent venir rejoindre la gare. D'ailleurs, je l'ai dit que moi, j'ai ouvert les portes. Chacun peut venir avec son station ou son tableau. On va lui donner un espace à la gare routière. Il peut continuer à exercer ses activités avec son regroupement. Mais ce qui est important, c'est de faire de sorte que tous les chauffeurs et les regroupements s'organisent au niveau de la gare routière. Ça, si le président, quand on a entendu, quand il prêtait serment à Diamniadio, insistait sur le civisme et le désordre, nous avons sauté sur l'occasion. Heureusement que peu de temps après, le préfet a convoqué une réunion avec tous les responsables, tous les maires de cette ville, les commerçants, nous les transporteurs, et les autres acteurs. Il y avait la DST, il y avait beaucoup de services. Alors, il nous a informé qu'il a pris des décisions, parce que ça vient d'en haut, le chef de l'État a tiré sur la sonnette d'alarme pour que tous les préfets prennent le problème à bras le corps pour déguerpir tout ce qui occupe les boulevards, vraiment faire de sorte que les gens, les Sénégalais, prennent conscience, avoir un déclic de civisme.
revenir à la raison. Donc, vraiment, nous sautons sur l'occasion. On a beaucoup applaudi, seulement que j'avais demandé au préfet de nous permettre le temps que, comme on était en période de campagne électorale, de nous permettre, après les échéances électorales, pour qu'on puisse ensemble aller dans le même sens. Aujourd'hui même, quand j'ai parti sur Dakar, j'ai vu le préfet lui personnellement sortir de son bureau avec la police et le sous-préfet pour donner des sommations aux populations. Surtout le boulevard Maurice Guèye. C'est que, comme vous le savez, Promoville doit débuter ses travaux au mois de juin. Donc c'est bientôt. On est au mois de mai, donc juste après le Ramadan. C'est pourquoi le préfet même, aujourd'hui même, que vous me posez la question, est sorti avec le sous-préfet, avec la police, avec les autorités municipaux pour distribuer des sommations à tous les occupants du boulevard et tous les garages qui existaient dans le boulevard. Donc ça, je crois que c'est l'occasion pour nous vraiment d'applaudir. Parce que c'est notre souhait, c'est notre vœu. On a beau parler, on a beau frapper sur les portes des autorités, mais on n'a aucune solution. Mais heureusement, comme le président a soulevé sa voix, je crois que tous les Sénégalais vont suivre. Je viens juste de raccrocher avec le préfet. Parce que quand j'ai parti sur Dakar, j'ai vu qu'il est en train de distribuer les sommations. Dès mon retour, je l'ai appelé pour lui dire que, monsieur le préfet, je crois que vous devez commencer par nous, par la gare routière, pour nous enlever tous les carcasses, sommer tout le monde à prendre leur voiture, parce que si vous déguerpissez les voitures sur le boulevard, ils seront obligés de venir rejoindre la gare routière. Mais s'ils ne trouvent pas un lieu, s'ils trouvent que le lieu est occupé par des carcasses de voitures, des épaves de voitures, ils n'auront pas l'espace pour stationner ou pour vraiment reprendre l'activité. Donc ce que nous demandons, c'est de débuter les sommations par nous. Le préfet m'a fait comprendre que vous avez une spécificité. Je vais convoquer tous les transporteurs pour qu'on discute sur le problème des garages et le problème de la gare routière. On ne peut pas mélanger vos problèmes avec les autres. En tout cas, vous, prépare-toi que vous serez bientôt convoqué. Je vais convoquer tous les chefs de garage pour qu'on puisse discuter et prendre les décisions, comment faire pour rejoindre la gare routière. Donc je crois que moi ce que j'ai à faire, c'est d'ailleurs parler à les occupants de la gare, parler aux mécaniciens, parler aux commerçants pour qu'on puisse débuter nous-mêmes, comme on le dit, le 7 septembre, avant même l'arrivée du préfet, parce qu'on n'a pas croisé les bras pour attendre que le préfet vienne nous déguerpir les gens. On l'a fait 2 fois successives. Donc on va commencer en attendant que le préfet puisse venir nous rejoindre dans ça. Mais nous sommes prêts pour vraiment appuyer sur ça, surtout que vraiment, je crois que le problème de l'insécurité maintenant est devenu un problème national. Parce que avant-hier, le 28, le jour où on faisait les élections, on a vu tous les Rufisquois sortir pour vraiment balayer leur fil, pour que le Rufisque a un seul problème que tout le monde connaît. On dit souvent que le Rufisque est sale. Donc les Rufisquois ont pris conscience de cela. Ils ont décidé ensemble de porter le combat et de refaire leur ville comme toutes les autres villes. Donc nous, on ne va pas rester derrière. On va au premier plan, on va sommer les occupants de la gare routière qui ne sont pas des professionnels du transport pour qu'ils puissent, dès les premières heures, se préparer en conséquence pour céder l'espace, pour que les véhicules qui occupent le boulevard, quand ils reviennent à la gare routière, auront un espace pour garer leur voiture. Effectivement, c'est simplement, seul le travail paie. Hein. Au début, j'ai entendu tout le monde, surtout mes adversaires, diaboliser ma personne, de n'importe quoi. Mais moi, j'étais sûr que j'allais gagner parce que j'avais un bilan positif, comme je viens de l'énumérer. Quand tu es venu dans une gare routière où il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Dans 3 ans, les 9 premiers mois, on s'est investi pour refaire la gare routière, refaire les portails, refaire les murs, faire venir l'électricité. Ça, c'est pour l'infrastructure que nous partageons tous Rufisquois. Deuxièmement, les chauffeurs qui m'ont élu, je l'ai fait obtenir un parc de véhicules de 5 véhicules, 4 Ndiagandiaï, un minicar. Donc ça, dans 24 mois, ça c'est un bilan, parce que c'est une valeur de presque 30 millions. Sans compter le social. Nous assistons les chauffeurs quand ils sont au tribunal, quand ils sont malades, quand ils sont en deuil, etc. Et que vous savez que nous sommes dans une corporation où on n'a aucune garantie sociale. On n'a pas de couverture maladie, on n'a pas de couverture sociale, on n'a rien. Donc, c'est pourquoi nous, on a pris en charge tous les chauffeurs qui dépendent de nous pour leur faire caser dans le CMU, couverture maladie universelle, pour au moins qu'ils puissent bénéficier d'une assistance médicale. C'est comme ça aussi on a pensé à nos femmes. J'ai une partenaire, une banque de la place, qui m'a octroyé un financement de 70 millions pour 700 femmes chauffeurs. Chaque 10 femmes, on leur donne 1 million. Chacun, ils vont se partager 100 000 francs. Ils vont aller se démerder. Au moins, ça va nous soulager un peu par rapport aux besoins de nos familles.
Donc ça, c'est une vision personnelle que nous avons, comme nous sommes dans une corporation et qu'on le maîtrise bien, nous savons les conditions de vie des chauffeurs, alors nous sommes dit, nous, on va venir avec un changement. On va venir pour un peu moderniser, on va venir pour un peu viser l'avenir et faire de sorte que les gens qui vont venir, les enfants qui vont venir derrière nous, vraiment ne subiront pas les mêmes causes que nous. Parce qu'à mon âge, moi j'ai conduit presque 40 ans, mais présentement, je n'ai pas de retraite, j'ai aucune passion. Donc ça, il faut que je me bats pour que ceux qui me suivent ne subiront pas le même sort que moi. Donc c'est pourquoi nous allons passer à créer une mutuelle de santé, comme le CEMU, faire de sorte que tous nos camarades, c'est nous qui reversons. Tu sais, quand le président a lancé l'opération de changement de permis de conduire, nous avons changé 702 permis de conduire. Voilà. 702 chauffeurs, c'est nous qui nous ont donné 10 000 francs pour qu'ils aillent rechanger leur permis. Présentement, j'ai 200 dossiers qui m'attendent. 200 dossiers de permis de conduire que je dois donner chaque un timbre de 10 000 francs pour qu'ils aillent changer. Donc on les assiste. Si par exemple il y a un chauffeur qui a un décès, qu'il perd sa maman, ou même si le chauffeur est mort, toute sa famille est prise en charge durant toute la durée du veuvage de sa femme. Tous les 4 mois et 2 jours, c'est nous qui les prenons en charge. On les donne une dépense régulièrement. Sans compter les ordonnances. Sans compter, comme vous le savez, on a toujours mal avec la justice. On prend des avocats pour les assister de la part. On les trouve à la police. Ce matin, quand vous m'en parlez, je vous ai répondu que j'étais au commissariat de Guédiawaye pour rencontrer le principal. Parce qu'on a des problèmes à Yeumbeul. Les chauffeurs sont venus me voir, ils ont dit qu'ils ne peuvent plus supporter la tracasserie à Yeumbeul. En tant que responsable, je ne vais pas parler directement à la radio. Je vais rencontrer d'abord le commissaire central de Guédiawaye qui supervise tout le département, surtout le commissariat de Yeumbeul, pour lui expliquer qu'on est allé voir le commissaire à maintes reprises, mais ça ne passe pas. Mais quand même, il nous a promis qu'il va prendre des décisions nécessaires par rapport à ça pour régler ce problème. Donc c'est ça notre rôle. C'est ça qui m'a permis d'être réélu facilement. Parce que les chauffeurs savent que je travaille pour eux. Moi, je m'appelle le serviteur du transport routier. C'est ça qu'on m'appelle. On m'appelle Fallou le serviteur. Je crois que ceux qui me connaissent savent que je pourrais faire d'autres choses que de rester ici pour défendre les gens. Mais Dieu a fait que c'est ma profession. Donc c'est un destin pour moi. Et puis, je suis fier de l'être. C'est pourquoi, vraiment, si vous faites micro-trottoir, auparavant, il y aurait des adversaires qui pourraient dire autre chose. Mais présentement, si vous rencontrez les chauffeurs, ils vont vous dire que je ne peux pas, je n'allais pas dire non. Mais je vais dire mais. Non, mais. On nous taxe d'indiscipline. Est-ce que le secteur des transports est bien réglementé, d'abord? Souvent, vous trouvez un bus Ndiaganiaï qui passe à vos côtés, vous posez la question, comment ce véhicule peut être apte à l'examen de la visite technique? Donc ça pose problème. Quand on nous parle de discipline, c'est un secteur qui n'est pas formé. Je vous dis une chose, les chauffeurs de Dakar Dimdik, qu'on dit les chauffeurs corrects, pourtant ils sont tous provenance d'Indiaganiaï. Les chauffeurs des Tata, donc c'est eux qui conduisaient les Ndiaganiaï et les cars rapides. Donc ce n'est pas les chauffeurs, c'est le secteur. Parce que le même chauffeur de Ndiaganiaï, c'est lui qui devient demain un chauffeur de bus, Tata ou de Dakar Dimdik. Donc c'est les conditions de travail qui ne sont pas les mêmes. Le chauffeur de Dakar Dimdik, qu'on dit qu'il est discipliné, parce qu'il perçoit son salaire à la fin du mois. Il a, comme je vous le dis, c'est que tous les chauffeurs de Ndiaganiaï n'en ont pas. Lui, il a sa retraite, il a ses repos, il a sa pension, il a une couverture médicale, il a une couverture sociale. Le chauffeur de Tata, au moins, il est salarié. Mais le chauffeur de Ndiaganiaï, pourquoi l'État, qui devrait être l'arbitre entre deux citoyens, laisse le transporteur faire ce qu'il veut sur le dos des chauffeurs sans réagir? Même l'assurance que nous payons pour nos véhicules, nous les conducteurs et nos apprentis, ne sommes pas pris en considération. Ça c'est grave. Si vous interpellez l'État, on vous dit que c'est le code ciment. C'est une décision de l'Union africaine. Il faut qu'on se soumette à cela. Mais pour nous, l'État devrait être l'arbitre entre deux citoyens. Donc si par exemple, vous êtes transporteur, tu devez avoir tous les moyens pour prendre en charge tes travailleurs. Donc pour nous, en tant qu'experts dans ce domaine, tant que l'État délivre des agréments individuels, chacun peut se lever et dire que je suis transporteur. La course-poursuite sur la route ne cessera jamais. Il faut l'État organiser les transporteurs à créer des compagnies de transport et que ces chauffeurs soient pris en charge. Ils seront bientôt comme les chauffeurs de Dakar Dimtik et les chauffeurs administratifs. Mais tant que, par exemple, le transporteur est laissé faire ce qu'il veut, le chauffeur n'a pas d'autre solution. Parce que s'il refuse, par exemple, de s'acquitter à la tâche que vous lui devez, mais un autre se présente pour le faire. Ils sont tous des pères de famille.
On est au Sénégal, celui qui se lève ce matin, ce que tu penses, c'est de quoi à rendre à ta famille pour se nourrir. Donc, malgré les conditions difficiles qu'ils subissent, ils sont obligés de le faire. Je crois que c'est l'État qui a la responsabilité d'organiser ce secteur. Et puis, qui est un secteur très important. On dit qu'en général, personne ne peut développer sans le transport. Et c'est le transport qui mène vers le développement. Et puis, un secteur qui tourne autour de 800 000 personnes qui travaillent autour du transport. Mais je crois que ça nécessite une réflexion de l'État, des assises sur le transport pour lutter contre ces accidents. À nous, à ce qui nous concerne, après demain, c'est 1er mai, je vous invite. Moi, j'ai des experts en transport, des consultants qui vont venir ici avec des projections sur diapo pour sensibiliser mes camarades. Nous, la fête, on le fait le matin, mais le soir, on fait une fête de renforcement de capacité, de sensibilisation sur l'insécurité routière. Ça, tout le monde me connaît sur ça. J'ai un ingénieur, Ousmane Dion. D'ailleurs, quand vous me parlez, c'est lui qui m'appelait. Peut-être il vous trouverez ici tout de suite. On doit préparer tous les 1er mai, je le fais. J'appelle tous mes militants après le défilé pour se rassembler quelque part et faire des projections de sensibilisation sur l'insécurité routière, de changement de comportement, etc. Même la façon de parler, on les apprend à nos militants. Donc je crois que nous jouons notre rôle. Et si tout le monde faisait comme nous et que l'État nous suivait, parce que c'est des intellectuels qui ont fait les écoles de ponts et chaussées. Ils ont revenu. Mais nous, même si on n'a pas un niveau intellectuel de haut niveau aussi, mais nous avons une expérience de 30 ans ou 40 ans dans ce métier. Et que nous savons lire tout ce que nous voyons. Donc au moins, on a une expérience qu'on devrait tenir en considération. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Merci, monsieur. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Bon, je vous remercie. Je remercie vraiment Vision Africaine parce que je vous porte comme porte-bonheur. Vous êtes venu m'interviewer le vendredi. Alors, le dimanche, j'ai gagné les élections. Le mardi, vous êtes revenu. Donc, vous êtes mon porte-bonheur. En tout cas, j'ai venu comment dirais-je, vous tendre la main, une lien de relation pour que chaque fois qu'il y a un événement qu'on doit couvrir, vous serez le premier à être informé.